Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale d'Entre-deux News. 48 heures après le scrutin présidentiel ivoirien du 25 octobre dernier, la Côte d'Ivoire retient son souffle. Les premiers résultats encore provisoires placent Alassane Ouattara, le président sortant, en tête. Un score qui interroge, surprend, rassure certains et inquiète d'autres. Au lendemain d'un vote crucial bien au-delà des chiffres, c'est toute une nation qui s'interroge sur son avenir. Quel est le véritable enseignement de ce scrutin présidentiel? Comment les candidats, les institutions, les observateurs et les citoyens ont-ils vécu à cette élection présidentielle? Et surtout, que présagent ces premières tendances pour la stabilité politique, l'économie, la cohésion nationale? Nos consultants vont analyser, décrypter, confronter les points de vue pour vous offrir un regard 360 degrés sur cette élection présidentielle ivoirienne. Pour en parler ce soir, Eric Bayala, journaliste et analyste, bonsoir à vous. Bonsoir Sidi. À vos côtés, Marcelin Niawa, sociologue, bonsoir. Valentin Zawi. Valentin Zawi, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Et puis à ma gauche, Eric Dou, analyste politique, bonsoir à vous. Bonsoir Sidi. Et enfin, docteur Daouda Ouattara, analyste politique, bonsoir. Bonsoir. Alors, place à notre débat du jour qui est consacré à la présidentielle ivoirienne. Que révèlent ces premières tendances politiques en Côte d'Ivoire? On commence par vous, docteur Daouda Ouattara. Alors, les premières tendances... On a déjà tous les résultats de la présidentielle. Alassane Ouattara qui est largement en tête pour cette présidentielle ivoirienne. Alors, bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que dès l'entame, on savait que le président Alassane Ouattara allait gagner haut les mains. On savait qu'il était largement au-dessus de la moyenne. Et puis, il a en face de lui des candidats qui ne sont pas assez prêts pour cette échéance électorale-là. Et puis, de plus, les opposants les plus classiques, les opposants les plus représentatifs ne sont pas à ces élections. Donc, c'est comme un lion dans une bergerie. Voilà, on ne peut que constater les dégâts. Voilà, donc, le score qu'on remarque aujourd'hui, ça ne devrait pas étonner. Voilà. Bien. Eric Bayala, est-ce que vous êtes surpris par ce score d'Alassane Ouattara où une élection pour vous n'était pas forcément gagnée d'avance? Oui, mais il faut dire qu'aucune élection n'est gagnée d'avance. Et au-delà de ce que certains pourraient considérer comme un score soviétique ou bien un plébiscite, il faut dire que le candidat du RHDP et son parti politique s'en ont donné les moyens. Aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail bien préparé, d'une occupation de terrain qui ne date pas d'aujourd'hui. Le RHDP a préparé ces élections. Souvenez-vous que depuis 2023 déjà, il y a eu d'abord un remaniement, une recomposition de l'appareil exécutif du RHDP. À cela, il y a eu au niveau des délégués départementaux des élections qui ont permis à la base de mettre au devant d'eux le personnel de l'encadrement politique de leur propre choix, ce qui a favorisé donc une certaine proximité, une promiscuité à la fois avec les militants. À cela, il faut ajouter l'ancrage national même du RHDP. Et donc, c'est toute une machine qui a conduit à ces élections. Et c'est une victoire qui n'a pas jailli ex nihilo, mais je veux dire, il y a un travail de terrain qui a été fait, il y a une occupation politique. Il y a également à cela le bilan du président sortant, qui sont autant de leviers qui ont participé donc à garantir cette victoire. Bien. Eric Dou, que retenir de ce scrutin présidentiel ivoirien qui vient de prendre fin? Déjà, on n'est tous pas étonnés des résultats. Mais avant tout, la première chose que je voudrais faire, c'est d'abord féliciter les votants, ceux qui se sont présentés devant les urnes, et plus particulièrement les primo-votants. J'en ai vu quelques-uns dans le centre de vote où j'étais, qui votaient pour la première fois. Ça m'a fait un pincement au cœur et je voudrais leur présenter des excuses pour le spectacle navrant qu'on leur présente pour leur première expérience. Ensuite, je voudrais aussi m'associer à la douleur, malheureusement, des populations de Nayo qui ont vécu des moments effroyables liés encore à cette élection. Je pense que c'est peut-être l'actualité la plus frappante, bien au-delà même des résultats. Et pour revenir à l'élection en elle-même, à ce qu'on a pu observer en 48 heures, je pense que personne n'est étonné des résultats. Mais moi, personnellement, j'étais pressé qu'on en arrive à la fin de cette séquence pour surtout pouvoir tirer des enseignements
à la fois des résultats qui vont être donnés, parce que les 4 candidats qui se présentaient face au président Alassane Ouattara étaient attendus au tournant et donc vont devoir montrer ce qu'ils ont pu faire sur le terrain pendant cette campagne, pour qu'on puisse voir ceux qui avaient raison de faire fronde de leur parti politique d'origine, de ceux qui s'y sont pris trop tard et qu'est-ce qu'ils ont pu faire dans leur propre région. Donc on va pouvoir analyser tout ça ensemble. On va aussi regarder la réaction des Ivoiriens eux-mêmes face au discours, face aux réactions des parties prenantes, qu'ils soient partis politiques, forces de l'ordre, tous ceux en tout cas qui ont pu intervenir dans la séquence électorale. Et en dernier, on va regarder surtout la suite des événements, notamment la réorganisation de l'opposition. Comment est-ce que les partisans de ces 4 candidats malheureux vont justement se remobiliser pour aller aux législatives qui sont toutes proches, hein, puisque dans quelques jours, la CEI va ouvrir les dossiers, les remises des dossiers. Bien, Valentin Zawi, que retenir de tout ce scrutin présidentiel ivoirien, en allant bien sûr de la campagne jusqu'au jour du scrutin et même après les votes? Que retenir? On peut retenir 2-3 choses, mais avant, avec votre permission, j'aimerais avoir une pensée pieuse pour tous les concitoyens de tous les bords politiques, sans exclusif, qui ont trouvé la mort à l'occasion de ce scrutin présidentiel. C'est toujours dommage que, on parle d'élections et puis il y ait des morts. Il faut espérer qu'on en sorte un jour. Après, qu'est-ce qu'on peut retenir? Écoutez, c'était un rendez-vous très important pour notre démocratie. On avait espéré que ce soit l'opportunité pour les Ivoiriens de faire un choix parce que toutes les tendances sont représentées au sommet. Ça n'a pas été l'occasion. On n'a pas refait le débat, mais il y a encore eu de l'exclusion, voilà, pour prendre un raccourci. Et puis, finalement, il y a eu cette campagne électorale. Il fallait aussi s'y attendre. Nous sommes dans des pays où on n'est pas dans les pays scandinaves, ça se saurait. L'argent du contribuable n'est pas aussi, sacralisé comme c'est là-bas. Donc ici, en Afrique, le parti qui est au pouvoir, il a forcément plus de moyens. Et ça s'est encore démontré à l'occasion de cette campagne électorale. Parce que, de toute façon, c'est jamais étanche, hein, la limite entre la caisse de l'État et la caisse du parti au pouvoir. Donc, bref, on a vu une élection, j'allais dire, monocorde, puisque là où il y avait du mouvement, là où on a senti les moyens, comme je l'ai dit, c'était le parti présidentiel. Et puis les 4 autres se sont débrouillés comme ils pouvaient. Ça s'est vu sur le terrain. Donc, à la fin, on arrive à obtenir un résultat aussi. Je pensais à une de mes cousines d'habitation qui me demandait « mais qui va gagner ?» Je lui ai dit « mais enfin, c'est même pas une question à poser. » Forcément, le gagnant, on le connaît même avant d'être allé voter. Donc oui, le président Ouattara s'en sort avec un score, j'ai failli dire stalinien, mais ça y ressemble. Il fallait aussi attendre, tout a été fait pour, voilà, je veux dire, on pourrait peut-être aller en parler, mais je pense que c'était un grand boulevard, voilà, qui a été créé, et à la fin, le résultat qui est obtenu, on ne sort pas des Sciences Po, pour savoir que c'était attendu. Donc voilà, merci. Bien, Eric Baella, nous avons assisté à ce que certains ont qualifié d'exclusion, des décès également, des violences par-ci et par-là, un boycott de la part de certains partis de l'opposition politique. Finalement, quelles leçons tirer de cette élection présidentielle ivoirienne? Je pense que cette élection a été, pour nous autres observateurs de la scène politique, un miroir dans lequel on a pu voir plusieurs scénarios. D'abord de l'extrémisme, du radicalisme de certains, jusqu'à ceux qui ont cru qu'au-delà de tout, il y a la Côte d'Ivoire qu'il faut continuer d'honorer en ayant cette posture républicaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce que cette élection nous donne, il y a cette dimension selon laquelle bon nombre d'Ivoiriens ont estimé que pour extérioriser un ressenti, la meilleure des façons, c'est d'aller aux urnes, pour aller sanctionner ou bien pour aller, j'allais dire, accorder son suffrage à celui pour lequel on pense qu'il a le mérite de continuer ou aller le sanctionner. Et cette manière de pouvoir dire non n'est rien d'autre qu'en s'exprimant dans les urnes. Malheureusement, il y a certains qui n'ont pas voulu emprunter cette voie,
Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les candidats qui étaient appelés à ces élections ont eu donc le discours qu'il fallait. Ça a montré la maturité et l'avancée démocratique de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se sont mobilisés en dépit de quelques actes majeurs qui n'ont pas d'incidence sur la sincérité du scrutin, qui ont pu avoir lieu avec des cas à regretter, tels qu'à Nayo, devant lesquels nous nous inclinons devant les différentes victimes. Mais dans l'ensemble, il y a eu un scrutin apaisé, il y a eu élection. Les Ivoiriens sont sortis pour montrer leur volonté de choix entre la prophétie du chaos et la stabilité et la continuité d'un état de droit, d'une démocratie affichée, d'un processus électoral à partir duquel on peut faire un choix sans toutefois mettre en cause, j'allais dire, les principes humains, notamment perdre la vie parce qu'on doit pouvoir exprimer une opinion. Les Ivoiriens ont fait le choix d'aller aux urnes, d'exprimer leur opinion dans les urnes. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, là où est en train de se refermer la voix du peuple qui s'est exprimé dans le murmure des urnes, on peut dire aujourd'hui qu'au sortir de ces élections, on a eu des écoles, une école de maturité démocratique, d'engagement citoyen des Ivoiriens à pouvoir s'exprimer dans les urnes, et une autre catégorie de personnes qui ont estimé que si rien ne se retourne autour de leur ego, de leur égocentrisme, alors il faut qu'après eux, ce soit le déluge. Malheureusement, les consciences collectives ont pris le dessus sur le respect des institutions, sur le fait que la Côte d'Ivoire doit demeurer, et ça remet donc le socle qui porte, j'allais dire, l'espoir et l'espérance des Ivoiriens. Et ce qui s'est exprimé, c'est que les Ivoiriens sont sortis pour donner un coup de boutoir à la démocratie. Bien. Maintenant, il y a eu la réaction de Jean-Louis Billon, qui a eu à féliciter le président Alassane Ouattara et qui appelle également à l'union. Une déclaration qui a lieu bien avant même la fin des résultats de cette élection présidentielle. Comment vous réagissez face à cette sortie-là? On s'y attendait plus ou moins, puisque... Mais pourquoi ne pas attendre que les résultats finissent? On n'a pas besoin d'attendre, puisque le score est tellement large. Le score est tellement large qu'on n'a pas besoin d'attendre avant de faire une telle proclamation ou bien avant de faire une telle interview ou bien une conférence de presse. On n'a pas besoin d'attendre, puisqu'il sait que lui, il est déjà battu. Il sait aussi que les 3 autres opposants sont déjà battus, il n'y a pas de coutume même d'ailleurs. Donc, il peut faire le communiqué pour féliciter le gagnant, comme ça n'a jamais été le cas dans ce pays. Voilà. Peut-être qu'il a saisi une chance pour être le premier à le faire en Côte d'Ivoire. Voilà. Je pense qu'il a toutes les raisons de faire ce communiqué parce que nous voulons aller de l'avant. Voilà, raison pour laquelle peut-être il a été candidat, parce que le mot boycott, à chaque fois depuis le retour du multipartisme en Côte d'Ivoire dans les années 90, c'est le mot boycott qui a suivi les élections présidentielles jusqu'en 2025. En 35 ans de multipartisme, à chaque fois qu'on parle d'élections présidentielles, l'opposition significative a toujours parlé en termes de boycott, et ce depuis 90 jusqu'aujourd'hui. Donc arrivé à un moment donné, il va falloir qu'il y ait la rupture. Et c'est cette rupture-là que M. Jean-Louis Billon, M. Awadon Melo, Mme Simone Yves Gbagbo et Mme Annette Lagou ont voulu mettre en place pour que les générations à venir puissent s'en servir et aller de l'avant, pour qu'ensemble nous puissions converger vers un État-nation. Bien. Éric Dou, vos satisfactions se trouvent à quel niveau dans l'ensemble de ce scrutin présidentiel? Oui, je pense que, comme j'ai dit, le plus intéressant aujourd'hui, même si la fin de l'élection est gâchée par les violences... Bien, on reviendra sur les déceptions. On va parler d'abord des satisfactions. Pour moi, le premier point positif, ça a été de mettre le projet de société et les idées au cœur de la campagne. Il y a un travail qui a été fait par de nombreux OSC, par des intellectuels, par les citoyens eux-mêmes, qui ont mis la pression aux candidats pour que justement cette élection ne se passe pas comme celle de 2020, où finalement il n'y a pas eu de discussion entre les candidats. Et pour un pays qui se disait une grande démocratie, nous en tout cas qui n'avons pas d'œilleur et qui ne regardons les choses en face, on a bien compris que justement ce n'était pas une bonne chose. Mais cette fois, on a eu des débats
même si certains candidats ont refusé de venir en face des Ivoiriens pour s'expliquer. La plupart, en tout cas, sont venus, ont amené leurs équipes, on a pu voir avec qui ils avaient envie de travailler dans le truc. Donc ça, c'est la première chose. Et cette satisfaction a permis à tout un chacun, justement, de balayer du revers de la main la propagande de certains partis pour remettre sur la table la réalité des faits et pouvoir en discuter. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on aurait voulu plus de temps, que les projets de société sortent beaucoup plus tôt pour qu'on ait eu le temps justement de travailler à ça, puisque je rappelle que ce sont des projets de société qui ont été présentés et non des programmes de gouvernance, parce que rien n'était chiffré pour aucun des candidats. On n'avait pas de chronogramme, on ne savait pas exactement en combien d'années les choses allaient se faire. On aurait voulu l'avoir parce que je pense qu'on a fait progresser les Ivoiriens de quelques crans, et c'est ça ma satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, on ne pourra plus jamais faire une élection présidentielle sans que même le plus petit Ivoirien, celui qui n'y comprend rien, au fin fond de sa région, dira au candidat « Qu'est-ce que tu proposes? Quel est ton projet ?» d'abord. Et ça, pour moi, c'est la plus grande des satisfactions. Bien. Et Valentin Zawi, est-ce que vous avez des points de satisfaction également ou non? Non, mais déjà, le 25 octobre est une date constitutionnelle. Le fait qu'on ait pu la tenir, en soi, c'est un point positif. Hein, parce que, bon, comme on aime tellement se faire dans ce pays, ce n'était pas forcément gagné d'avance. Donc, rien que ça. L'autre point, c'est aussi le fait d'avoir observé que les différents candidats ont eu l'opportunité de s'exprimer, voilà, sur la place publique, donc sur les plateaux télé et radio. Enfin, donc, voilà, je pense que principalement, ce sont ces deux points que je vois comme positifs. Bien. Éric Bayala? Moi, je pense que c'est le ton qui a prévalu lors de la campagne au niveau des différents candidats. Il n'y a pas eu d'invective. Chaque candidat était concentré sur à défendre son projet de société. Et à côté de cela... C'était différent parfois du ton des lieutenants. Oui, mais les lieutenants n'étaient pas candidats. Donc, comme mais je le disais, la voix, donc ils n'étaient pas candidats. On parle, si la question que vous posez est relative à quels sont les éléments de satisfaction de la campagne, moi, je fonde mon argumentaire sur la posture des candidats et non sur les lieutenants ou bien des colibés qui pourraient avoir des écarts de langage. Et donc, cela étant dit, je pense que l'ensemble des candidats ont eu donc un bon ton. À côté de cela, tous les candidats ont pu se déplacer sur l'ensemble du territoire pour aller là où ils voulaient pour tenir leurs différents meetings. Aucun espace, aucune ville n'a été interdite à aucun des candidats. Ça, c'est d'abord une avancée notable. À côté de cela, il y a également... On ne dit pas interdite par un autre candidat. Sinon, il y a eu des interdictions par certains citoyens. Oui, non, pas un autre candidat. Je veux dire, l'État, sinon la CEI, a pris toutes les dispositions pour que tous ceux qui participent à ces élections-là puissent aller et venir là où bon leur semblait pour pouvoir entretenir l'électorat. C'est vrai qu'à côté de cela, il faut saluer également aussi la maturité des forces de défense et de sécurité qui, dans leur ensemble, ont eu cette posture professionnelle et ont pu garantir un scrutin apaisé. Parce que ce n'était pas gagné d'avance, simplement à entendre les uns et les autres, à avoir l'attitude que cela affichait. On pensait qu'à partir du 25 octobre, tout le monde allait se réveiller au paradis parce que c'était la fin pour la Côte d'Ivoire. Malheureusement, pour ces prophètes du chaos, cela n'a pas été. Il y a eu un climat apaisé. C'était un jour ordinaire des plus calmes de notre République qui a pu permettre donc l'expression de la démocratie à travers les urnes. Et pour nous, tous ces actes-là, sinon tous ces faits, participent, j'allais dire, à tout ce qui est positif que nous pouvons retenir pour ce scrutin. Dernier point positif avec Dr Daouda Ouattara. Non, c'est à peu près ce sont à peu près les mêmes points là. Remercier les forces de l'ordre qui ont été professionnelles. Remercier aussi la CEI pour sa promptitude parce que les élections sont tenues le samedi et nous sommes aujourd'hui au lundi et les résultats définitifs sont bon. Je ne dirais pas définitifs, mais ils sont prêts à proclamer déjà les résultats. Ils veulent dire qu'ils ont... auparavant, ça pouvait prendre une semaine. Hein. Donc la CEI a gagné en maturité. Et puis il y a la population aussi qui est restée calme dans l'ensemble, hormis quelques pushs ou quelques foyers comme à Nayo, où je présente même des condoléances les plus attristées aux familles endeuillées.
plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, dans l'ensemble, les élections se sont bien déroulées. Que ce soit les partisans du boycott, ceux qui voulaient aller voter, tout le monde s'est tenu dans son coin. Les gens sont allés voter. Le chaos que les gens ont prédit, bon, apparemment, ça ne s'est pas. Bien, on commence maintenant par vos déceptions. Bon, mes déceptions, c'est comme d'habitude, hein, parce que dès l'entame de ces élections, bien avant même l'entame de ces élections, nous parlions des élections en Côte d'Ivoire et c'est mort. Malheureusement, nos paroles là n'ont pas été assez écoutées ou bien n'ont pas apporté assez de fruits parce que malheureusement, il y a eu des morts. Voilà. Il y a eu des morts lors des marches. À Bonois, il y a eu 2 morts, je crois. Et puis à Nayo, il y a eu 2 ou 3 morts, il y a eu des morts. Bon, tout compte fait, il y a eu des morts. Donc, je peux dire que c'est ma plus grosse inquiétude. Et puis, sur le méta, et puis un peu partout, le narratif, avec certains comportements qui ne frisent pas le civisme. Parce que quand on aime son pays, il y a des actes qu'on ne pose pas. Quand on aime sa patrie, il y a des actions qu'on ne pose pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des mots qu'on n'emploie pas. Parce que la Côte d'Ivoire, elle va demeurer. Mais les hommes, eux, ils s'en iront. Alors, c'est un passage, la vie est un passage. Mais la Côte d'Ivoire, elle demeure. La Côte d'Ivoire était là, la Côte d'Ivoire est là, et la Côte d'Ivoire sera là demain. Donc, tout ce qu'on pose comme acte doit aller dans l'intérêt supérieur de ce pays et non concourir à l'intérêt d'un seul individu. Voilà. On doit poser des actes qui vont amener, n'est-ce pas, la société à comment on appelle ça, à cohabiter, mais pas à diviser, parce que le narratif qu'on nous sert là, vraiment, ça frise un peu de ridicule, au fait. Bien. Valentin Zawi, en dehors de ce qu'on a déjà abordé, est-ce que vous avez des points qui vous ont vraiment déçu dans tout le processus électoral ivoirien? Oui, en fait, je suis de ces Ivoiriens qui sont tristes de savoir que tous les 5 ans, quand on parle d'élection présidentielle, il y a tous des candidats qui sont sur la touche. On évoque toujours la loi, mais comme je rappelle souvent, la loi, l'apartheid, c'était la loi en Afrique du Sud, hein, donc la loi a le dos large. Et ça, c'est triste parce qu'à la fin, on interdit à certains Ivoiriens de faire leur choix, je l'ai en toute conscience. Et ça, c'est malheureux. Je trouve que c'est une forme d'indigence pour notre démocratie. Et il faut espérer qu'en 2030, on en sorte, quoi, définitivement. Parce que c'est juste pas possible que tous les 5 ans, qu'on parle d'élection présidentielle, ce soit l'anxiété, voilà, des conflits, des morts. Enfin, je trouve qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. Donc, ça, il faut espérer que ça change. L'autre point, c'est par rapport au processus électoral en lui-même, comment c'est géré? Nous sommes l'un des rares pays où 2 ou 3 ans à l'avance, on n'a pas un programme électoral, comme ça se fait dans toutes les grandes démocraties. On avance, il y a des communiqués qui sortent, voilà, au fur et à mesure. Je pense qu'il faut, on est en 2025, ce serait bien que on essaie de moderniser ces choses-là parce que nous sommes appelés à être un grand pays. Donc il faut aussi revoir ça. L'autre point, c'est aussi des propos entendus pendant cette campagne électorale. Comme écoutez, je pense que dans ce pays, il faudrait peut-être qu'on s'arrête un jour, comme c'est fait au Ghana, où il y a une institution qui travaille à l'éducation civique des citoyens. Il faut qu'on y pense. Parce que nous sommes une république depuis le 7 août 60, mais je ne suis pas sûr que de nombreux Ivoiriens sachent ce que ça veut dire une république. Quand des responsables vont dire à des électeurs, il faut voter pour tel candidat, parce qu'autrement, si vous ne votez pas pour lui, il ne va pas travailler pour vous, je pense qu'on a un gros problème. Voilà, donc ça, on ne peut pas s'accorder ce genre de liberté et ça passe en pète et profit. Honnêtement, moi j'ai été parfois attristé d'entendre ce genre de choses. Il faut qu'on soit un peu plus responsable, il faut un peu plus de rigueur, il faut qu'on soit un peu plus exigeant parce que ce pays, on le veut grand, il a vocation à être grand. Autant nous sommes un grand économique et il faut qu'on arrête d'un démocratique. Bien. Éric Dohou. Ouais, pour ma part, les points négatifs, déjà, l'attitude des candidats. Je ne nommerai personne. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de faire baisser un peu la tension. Donc, je ferai en sorte de ne pas indexer quelqu'un en particulier, mais il faut quand même que je le dise, l'attitude des candidats qui ont satisfait, pour moi, simplement des caprices en s'imposant aux Ivoiriens dans cette élection. Ils ont simplement satisfait leurs caprices, leurs ambitions. Et les Ivoiriens vont malheureusement, ou ont commencé déjà malheureusement à payer la facture. Ensuite, vous allez avoir par exemple des comportements, comme l'a dit
Monsieur Zawi, des comportements totalement anti-républicains avec des déclarations, il en a parlé, de certains partis qui font carrément du chantage aux populations ou des déclarations dans lesquelles on assimile les électeurs adversaires sous le nom de canidés. On aurait pu s'en passer. L'élection était déjà, premièrement, très compliquée. Je pense que c'est des choses qui n'allaient pas changer le résultat, qui n'ont pas changé le résultat, qui n'auraient rien apporté de plus, mais qui, malheureusement, pourraient être aussi à mettre comme étant les éléments déclencheurs des violences qui ont pu avoir lieu après la fin de la campagne électorale. Ensuite, on a tout ce qui s'est passé au niveau de la CEI, au niveau des organes électoraux. Là aussi, la Côte d'Ivoire a malheureusement démontré qu'elle n'a pas volé sa place de 107e comme démocratie, dans le classement de la démocratie. On a vu des gens qui n'ont pas été capables, mais ça c'était le plus grave pour moi, n'ont pas été capables de reconnaître devant les Ivoiriens que la CEI n'a pas respecté le code électoral, et notamment l'article 6 du code électoral qui demandait à ce qu'il y ait une révision de liste électorale annuellement, et donc il devait y en avoir une en 2025. Et ce manquement, cette violation flagrante de la loi est responsable de l'exclusion d'au moins un candidat et pas des moindres. Mais bizarrement, on n'en parle pas et on se satisfait. Donc je voudrais rappeler à tous ceux qui se satisfont des résultats, moi je ne suis pas satisfait des résultats, je suis satisfait que l'élection soit finie et qu'on puisse entrer dans une nouvelle séquence. Mais non, il ne faut pas se satisfaire parce que de bons résultats n'absouent pas de la responsabilité de ceux qui ont travaillé vraiment, excusez-moi du terme, comme des cochons, parce qu'ils n'ont rien respecté du tout. Pendant le vote, il y a même eu des manquements qui peut-être n'ont pas changé l'élection. C'est pour ça que moi, je n'ai pas voulu, sur mes réseaux sociaux, en parler. Je remercie ceux qui m'ont envoyé plein de vidéos et plein d'alertes sur certains manquements pendant l'élection. La non-utilisation systématique de la biométrie, ça, personnellement, moi, je l'ai vécu dans mon centre de vote. L'absence de représentants, les stickers qui étaient absents sur les bulletins uniques. Il y a plein de choses qui auraient pu déjà nous aider, parce que moi, je pense que cette élection, très honnêtement, je m'attendais à rien, absolument rien du tout. Ce à quoi je m'attendais, je l'ai dit, c'est que les Ivoiriens comprennent l'importance de discuter projet et d'éviter justement de parler des questions identitaires. Je voulais que les Ivoiriens comprennent l'intérêt de parler projet, donc de croiser les différentes idées et d'en ressortir le meilleur. Ça, on a réussi un peu à le faire, mais malheureusement, quand on regarde les derniers événements, on comprend très bien que tous les discours qu'on a pu avoir démontrent que les gens ne s'attendaient pas forcément à discuter projet. Les gens sont encore, malheureusement, dans le spectre de 2010. Ils ont pourri la campagne avec ça, et malheureusement, ça a ressurgi aujourd'hui. Et quand j'observe les déclarations des uns et des autres sur les réseaux sociaux aujourd'hui, voilà, on va pas jouer à l'autruche, il faut regarder. Le spectre de 2010 est toujours là, il est encore plus vivace, j'ai l'impression. Et quand on se satisfait de l'élection qui a été calme, il ne faut pas confondre le calme qui est le résultat de la paix parce que les gens sont heureux d'être ensemble, et le calme qui est le résultat de la peur parce que les gens sont terrés chez eux. Ce n'est pas la même chose. Et moi, je ne peux pas être fier de ça en tant qu'Ivoirien. Donc malheureusement, j'aurais voulu que cette fin de campagne, on puisse la terminer comme ça, comme une procédure qui arrive à son terme, et qu'on parte sur de nouvelles bases. J'espère que ça va être le cas, mais je vous le dis, les réactions que je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment où je suis beaucoup plus présent, m'effraient. J'ai par exemple appris, d'ailleurs c'est sur votre plateau qu'un technicien m'a donné la bonne définition d'un thème que j'ai vu sur plusieurs publications hier, excusez-moi de la prononciation, ça se dit Yerel Lombali. Donc tout à l'heure, quelqu'un m'a expliqué ce que ça veut dire. Ce sont des gens qui disent il faut se connaître. Parce qu'en réalité, derrière cette expression, c'est la fibre identitaire. Chacun est dans une case, chacun appartient à un clan, il faut respecter ce clan, et quel que soit ce que des gens comme Éric Dehoux vont faire sur le plateau de télé pour expliquer que des gens remblaient la lagune et brillaient, que certains détournent de l'argent, que certains détournent des projets, ou que certains qu'on a de très mauvais résultats sur la qualité d'éducation, ça n'importe peu aux Ivoiriens, ça importe peu à des camps politiques. Les gens sont
toujours dans le spectre 2010 comme une sorte de revanche qu'ils essaient d'avoir et ils attendent la moindre étincelle pour justement se venger de ce qui s'est fait dans cette période de 2010 et c'est justement ce qu'on a pu malheureusement observer à Nayo. Donc moi, ça me déprime et j'espère qu'on va vite finir avec cette séquence. Bien. Et passer à des choses Bien, plus merci. intéressantes. Éric Bayala, on termine avec vous sur le sujet des déceptions lors de tout ce processus électoral, pré-campagne, campagne, jour du scrutin et même après le vote. Oui, vous me donnez l'occasion là vraiment de regretter une des postures les plus, j'allais dire, décevantes, notamment celle de l'opposition. Parce que l'opposition a montré qu'elle n'avait pas pris de l'ascension dans sa posture et dans cette manière de vouloir diriger la Côte d'Ivoire. Parce que quand vous prenez le verbatim qui a soutenu le discours de tous ces hommes de l'opposition, et qu'on qualifierait entre griffes d'opposition significative, parce qu'on ne peut pas avoir du poids et ce poids-là le mettre non pas pour construire la nation, mais pour appeler au désastre. Et malheureusement, tous les différents slogans préélectoraux qui ont participé de plusieurs slogans que je ne vais même pas répéter ici au risque de pouvoir vraiment remuer le couteau de la plaie et qui a conduit avec, beaucoup de vacarme au thème, entre autres comme la bagarre. Mais les gens sont restés dans cette posture et malheureusement, quand un processus électoral est engagé et que vous vous inscrivez dans la dynamique de pouvoir amener la peur, faire croire aux gens que le jour du scrutin, ce sera le jour du chaos et que à partir de ce jour-là, la Côte d'Ivoire va arrêter d'exister. Mais naturellement, vous ne pouvez pas après vous plaindre de la posture ou bien de l'état d'esprit que cela a pu avoir sur l'ensemble des Ivoiriens. Mais malheureusement, cela est à déplorer. Et comme il s'agit de parler simplement des aspects négatifs, il y a également à côté de ça le comportement même de certains Ivoiriens. C'est-à-dire, si tu ne te sens pas concerné, par exemple, par l'élection et que tu penses que ton candidat n'y est pas, à défaut de participer, tu n'as pas le droit d'empêcher les autres de pouvoir exprimer leur voix parce que ta liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Malheureusement, on a vu dans certains endroits où des individus qui ont été montés à bloc avec la conscience sapée sur le chaos ont tenté d'empêcher les autres d'exprimer leur voix. Et donc tout ça, ce sont des éléments à regretter. Maintenant, on a même vu que certains ont fait des vidéos pour appeler à l'insurrection dans un climat où on pense que la meilleure manière de dire non, c'est d'aller l'exprimer dans les urnes. Parce que, quelle que soit la colère qui puisse vous animer, si chacun de nous doit pouvoir bander les muscles et venir revendiquer quoi que ce soit sur le simple fait qu'il n'est pas d'accord avec un processus, mais nous serons dans une anarchie, nous serons dans une jungle où les muscles vont prendre l'ascension sur le contrôle donc, de la pensée. Or, là où le cerveau refuse de pouvoir cogiter et que ce sont les muscles qui sont mis en avant, malheureusement, c'est le chaos. Et aujourd'hui, ce sont des actes que nous avons pu constater où des gens ont appelé systématiquement au chaos, à la révolte. Il y a eu même des adresses à l'endroit même de l'armée pour demander à l'armée de prendre ses responsabilités. Et tout ça, ce sont des actes véritablement à déplorer. On ne peut pas vouloir dire qu'on est citoyen pour construire une nation forte et appeler au chaos. Parce que les Ivoiriens que vous aspirez à diriger demain, c'est à ceux-là que vous demandez de pouvoir bander les muscles, de pouvoir empêcher un tel de pouvoir gouverner, sachant bien que vous-même, vous avez déjà été à l'étrier. On a vu le discours que certains ont tenu sur le taux de participation, mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord que le taux de participation sera largement au-delà des 30%, parce qu'il y a certains qui ont gouverné avec un taux de participation de 37%, ça ne leur a pas empêché de gouverner. Ils ont même dit qu'ils ont été élus, point. Et donc, quand tu n'es pas dans le processus électoral, tu n'es pas dans le jeu, tu ne peux pas venir dire que l'arbitre fait combine. On dit qu'il y a deux équipes sur le terrain, tu as refusé de jouer, tu n'es pas sorti dans les tribunes pour venir dire que oui, l'arbitre fait combine. Ça veut dire que c'est une inconséquence. Et donc, il y a plusieurs actes comme ça qui ont été menés par certains hommes politiques qui avaient carrément l'estime du peuple, mais aujourd'hui, le peuple est vraiment déçu.
il n'y a qu'à visiter les plateformes des partis de l'opposition et la réaction même de leurs militants sur les différents communiqués qu'ils ont eu à poster après les élections. Mais c'est une déception. Leurs militants ne se reconnaissent plus dans la posture qu'ils ont parce qu'effectivement, la posture qui fut la leur n'était pas une posture républicaine. Elle ne reposait sur aucun principe démocratique qui pouvait amener leurs partisans à pouvoir s'exprimer dans les urnes en trouvant une méthode alternative pour que ceux-là puissent aller s'exprimer. Malheureusement, ils ont convoqué les muscles et comme toujours, force reste à la loi. Et aujourd'hui, les Ivoiriens se sont exprimés dans une bonne intelligence. Merci. Et la Côte d'Ivoire continue Eric d'avancer. Bayala. Voilà, nous sommes maintenant au terme de la première partie d'émission. C'est l'heure de la réclame publicitaire. On revient juste après pour la suite. Voilà, nous sommes de retour de la pub. Nous tenons à rappeler qu'au cours de cette élection, des missions électorales ont observé tout le processus électoral ivoirien. Je vous emmène découvrir le point de la situation fait par l'ONG Action Justice. C'était hier, dimanche, à Abidjan. On regarde. En ce qui concerne l'observation du jour du scrutin, 80% des bureaux de vote observés ont ouvert à l'heure. Le matériel électoral était complet dans 95% des cas. Des dysfonctionnements des tablettes dans 37% des bureaux observés. Les agents de la CEI ont démontré une bonne maîtrise des procédures dans l'ensemble. Déroulement du vote. Le vote s'est globalement déroulé dans le calme et la discipline. La confidentialité du vote a été respectée dans 98% des bureaux observés. Les représentants du candidat Alassane Ouattara étaient présents dans la plupart des bureaux, contrairement aux représentants des autres candidats qui étaient quasiment absents. Des cas de violation des droits humains ont été observés, spécifiquement dans les zones de contestation des élections. La présence de plusieurs organisations d'observateurs nationaux et internationaux ont été constatées. En ce qui concerne le climat sécuritaire, les forces de sécurité ont assuré leur mission avec professionnalisme et retenue. Néanmoins, quelques tensions ont été signalées majoritairement en zone rurale, notamment à Fakobli, Giglo, et vous pourrez consulter la liste dans le rapport. Pour le dépouillement s'est effectué publiquement dans tous les bureaux observés. Les résultats ont été immédiatement affichés après la computation des voix. Aucun cas de manipulation des procès-verbaux n'a été rapporté à ce stade. Voilà, on a suivi ensemble cet élément qui nous rappelle aussi la réaction de l'Union africaine, la mission de l'Union africaine et de la CEDEAO sur la chaîne nationale. Quand on lit toutes ces différentes déclarations, tout de suite, l'ensemble des observateurs saluent dans l'ensemble la bonne tenue du scrutin présidentiel ivoirien. Réaction là-dessus, Éric Dohou. Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à constater. C'est peut-être la mission la plus facile qu'ils aient eu à mener. Il n'y avait pas grand-chose à voir parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Donc forcément, il y avait moins de choses à noter. Même s'ils ont quand même noté 2-3 dysfonctionnements au niveau électoral. Moi, j'ai parlé tout à l'heure de cette question de biométrie. Ils l'ont mentionné aussi. Mais rien qui ait pour réellement poser problème en réalité. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'affluence, puisque le taux de participation il doit se trouver un petit peu en dessous de 50%, même si je ne sais pas, il faudrait qu'on redemande à la CEI exactement quelle est la méthode de calcul de ce taux de participation, puisque le président de la CEI, M. Coulibaly Kubière, avait fait une déclaration en expliquant qu'ils allaient revoir la méthode de calcul en éliminant les zones où il y avait eu des difficultés, des contestations ou des destructions de matériel électoral. Donc, on va revoir justement cette méthode de calcul pour s'assurer de la véracité ou en tout cas de la pertinence de ce taux de participation. Déjà en l'état de ce que la CEI va nous donner, ce sera en dessous de 50%, c'est sûr. Mais en revoyant, voilà, est-ce qu'on est à 39, 40, 45 ? On verra bien. Et ça aussi, c'est un enseignement qu'on va devoir tirer. Parce qu'on ne peut pas être capable aujourd'hui de faire une élection présidentielle avec un taux de participation au-dessus de 60 ou 65%. Je trouve ça assez dommage parce qu'à côté, dans d'autres pays, ils font vraiment beaucoup mieux à ce niveau. Bien, Dr Daouda Ouattara, est-ce que pour vous, c'était un scrutin globalement crédible? Crédible, bon, plus ou moins. Voilà, moi, je pourrais dire que c'est plus ou moins parce que le taux de participation reste beaucoup à désirer. Parce que nous avons plus de 8 millions d'inscrits sur la liste électorale. Et la CEI a
a fait un communiqué pour dire que le taux de participation va se situer entre 45 et 50%. Voilà, donc vraiment, ça glace un peu, ça glace un peu le sang parce qu'on aurait voulu que tous ceux qui sont inscrits, au moins 7 millions, ou bien 8 millions, ou bien 7 millions et demi d'individus inscrits sur la liste électorale aillent s'exprimer pour, n'est-ce pas, désigner le président de la République. Mais ce taux d'abstention-là, bon, peut-être que ça peut s'expliquer aussi par le fait que l'opposition significative a été écartée de ces élections. Voilà. Sinon que dans l'ensemble, voilà, on peut dire que bon, il y a tellement rien à dire que bon, on pourrait se dire que bon, avec sans péril, bon, on triomphe sans gloire. Sinon que le RADP était en roue libre, au fait. Voilà. Bien, Valentin Zawi. C'était quoi la question, pardon? Comment vous trouvez le scrutin au regard aussi des différentes déclarations des missions d'observation en Côte d'Ivoire, ces ONG qui ont eu à faire des missions d'observation, également l'Union africaine et la CEDEAO? En fait, moi j'ai du respect pour ces organisations qui viennent observer nos élections. Le schéma il est le même, hein. On relève quelques petites broutilles, mais en règle générale, tout s'est bien passé. Et puis tous les 5 ans, voilà, nous on continue à compter des morts, des traumatismes, des meurtrissures. Et je pense que pour moi, ce n'est pas ça le plus important. C'est que font les Ivoiriens. Parce que quand on parle de démocratie libérale, on est dans une logique de dissensus. Ça veut dire que cette démocratie, elle acte nos différences. Malgré ces différences-là, comment est-ce que nous disposons à gérer nos contradictions domestiques? Je pense que la grosse problématique, 35 ans plus tard, elle demeure encore. Comment faire pour que, au cours d'une élection présidentielle, qui est donc l'élection maire dans une démocratie, on puisse, comme ça se voit ailleurs, aller accomplir son devoir civique sans aucun stress, sans qu'il y ait forcément des menaces sur la vie des uns et des autres? Je pense que tant qu'on n'est pas arrivé à ça, moi, j'ai du mal à me contenter, voilà, de ces déclarations qui sont faites, qui n'engagent que les personnes et les institutions qui les font. Il y a un travail à faire pour qu'on en arrive, et il faut vraiment espérer que dans ce pays, qui a tout pour réussir, on puisse vraiment arriver à une dynamique qui nous permette de continuer à construire une démocratie qui soit vraiment, j'ai failli davantage crédible que ce qu'on constate depuis 35 ans. Bien. Eric Bayala. Oui, sur les différentes missions observées par ces organisations internationales et ces ONG qui sont venus pour apporter leur regard sur le scrutin, mais je note que sur l'ensemble de toutes ces missions d'observation, il y a une unanimité qui se dégage sur la sincérité du scrutin, sur le fait que le scrutin s'est tenu dans un climat apaisé. Et quand vous regardez des institutions telles que celles de l'Union africaine et de la CEDEAO, pour ne citer que ces deux, qui sont des institutions sous-régionales et panafricaines, qui depuis la nuit des temps, toutes les fois qu'il y a des élections dans un pays africain, ces organisations-là, en fonction donc de la zone où se trouve ce pays, viennent faire les observations. Sur ce plateau, comme partout ailleurs, il y a eu les élections qui ont été citées en exemple, telles qu'au Ghana, telles qu'au Sénégal, mais toutes ces élections sont passées sous la supervision de l'Union africaine et qui ont estimé que ces élections se sont bien tenues. Et donc, ce sont des institutions qui sont suffisamment crédibles. Et si elles viennent en Côte d'Ivoire et qu'elles relèvent que le scrutin jouit d'une légitimité qui fonde donc la légalité du scrutin, et nous pensons que c'est un avis que nous devrons prendre en compte et devant lequel nous nous inclinons avec toute la différence qui va avec, parce que ce sont des missions d'observation, aussi bien les unes que les autres, ont pu faire le constat de ce que, en dépit de quelques irrégularités relevées, mais qui n'ont pas d'incidence majeure sur la sincérité du scrutin, tout s'est globalement bien passé. Ça peut dire que celui qui va sortir de ces élections aura non seulement la légalité, mais il aura également la légitimité. Maintenant, pour ce qui est du taux de participation sur lequel les gens veulent s'accrocher pour parler de légitimité, mais bien évidemment, le taux de participation va se faire sur l'ensemble des Ivoiriens qui sont sortis pour aller au vote.
Et je pense que c'est sur ce ratio-là qu'il faut pouvoir véritablement porter le regard. Pas forcément sur le nombre d'inscrits, surtout qu'il y a certains qui ont pris toutes les dispositions pour ne pas que les élections se tiennent, qui ont pris toutes les dispositions, comme mon ami Valentin Zawi le disait tantôt, pour peser des menaces de vie sur certains électeurs qui, quand bien même étaient intéressés, mais au regard de l'environnement délétère qui avait été prôné par une partie de l'opposition, ont décidé de rester chez eux, de ne pas sortir au risque de mettre en danger leurs différentes vies. Mais quand on met tout ça dans la balance, il est clair que l'engouement a été celui qu'on a pu constater. On a vu des files d'attente dans certains bureaux de vote. Et pour moi, je suis convaincu que ce taux de participation va être sinon dans la fourchette de la moyenne, c'est-à-dire qu'entre 50 et plus. Parce qu'il est clair que pour ce que nous avons été donné d'observer, les Ivoiriens n'ont pas boudé. Ils sont sortis, ils sont allés également exprimer leur vote. Et comme le président de la CEI l'a dit, si on doit faire une soustraction des zones où il y a eu manifestement le désir d'empêcher les gens de s'exprimer, où il y a eu des élections, des urnes qui ont été peut-être saccagées, quand on va faire le retrait de tout ça et qu'on va voir à quoi est-ce que le collège électoral lui-même a pu s'exprimer, c'est sûr que le taux de participation sera au-dessus de la moyenne. Docteur Daouda Ouattara, et puis il y a également la question de l'absence de grands leaders de l'opposition. Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam écartés de la course, qui n'ont pas donné de consigne de vote à leurs militants. Ces deux partis du Front commun ont d'ailleurs publié un communiqué dans la nuit disant que le peuple n'a pas voté, le peuple a été volé, dit le texte qui qualifie le scrutin de mascarade électorale, je cite bien sûr, et dénonce un braquage électoral méthodiquement organisé. Commentez là-dessus. Moi, je remarque une incohérence notoire de l'opposition dite significative en Côte d'Ivoire. Voilà, et c'est ce que je disais dès l'entame de mon propos sur ce plateau, où il parlait du boycott qui a été érigé en stratégie politique par l'opposition ivoirienne de 1990 jusqu'à 2025. Alors, voici une opposition qui pouvait avoir toutes les cartes en main. Une opposition qui pouvait faire tourner la balance en sa faveur. Et voilà que pour des questions d'ego, ou bien pour des questions de je ne sais quoi, parce qu'il y a certains qui pensent que la Côte d'Ivoire doit... leur nom de famille est inscrit sur peut-être l'ACD de la Côte d'Ivoire, ou bien, bon, je ne sais pas, ou bien après eux, la Côte d'Ivoire n'existera plus. Voilà des gens qui vont prendre des décisions et mettre le pays en danger et se mettre hors de ce scrutin, et puis après faire des communiqués pour dire le peuple a été volé, le peuple a été ceci, le peuple a été cela. Mais quand on ne veut pas aller, on ne s'intéresse pas à une élection. Mais à quoi sert de sortir un communiqué pour dire que le peuple a été ceci, ou bien pour dénoncer ceci, cela? Voilà. En fait, c'est une incohérence notoire. Parce que quand on dirige un parti, on ne vient pas à la politique pour servir l'intérêt d'un individu. On vient pour le bien-être de la population. On vient lutter pour le progrès, pour le développement de son pays dans un parti politique. On ne vient pas faire la pluie et le beau temps parce que tant que ce n'est pas moi, ça ne doit pas être quelqu'un d'autre. Tant que ce n'est pas X, ça ne doit pas être quelqu'un d'autre. Alors on doit dépasser cet égo-là pour s'élever au-dessus de la moyenne. Parce que l'intérêt supérieur de la nation doit être privilégié. Parce que figurez-vous que le Front commun, s'il y avait un seul candidat, ne serait-ce qu'un seul candidat, soutenu par le Front commun, peut-être que le score n'allait pas être ce que nous sommes en train de remarquer actuellement. Peut-être que le Front commun pouvait gagner les élections avec les 4 autres candidats. Peut-être qu'il pouvait se ranger et puis soutenir ce seul candidat pour qu'il puisse gagner. Parce que c'est ce que je essaie de dire. En 2000, le peuple ne voulait pas de militaires au pouvoir. Et il y a eu un vote sanction. Pourquoi est-ce qu'en 2025, si vous ne voulez pas d'un régime, pourquoi ne pas remettre le même couvert et faire un vote sanction pour faire partir le pouvoir en place? Au Sénégal, Abdoulaye Wade avec Macky Sall,
Le peuple ne s'est pas levé pour brûler des pneus. Le peuple ne s'est pas levé pour s'affronter dans la rue. Le peuple a fait un vote sanction. En partie quand même. Et non seulement de parler, le peuple a fait un vote sanction et Abdoulaye Wade est parti. Quand bien même qu'il a voulu forcer. Remarquez bien, en France, quand bien même que Marine Le Pen a le vent en poupe actuellement, mais elle est en train d'être écartée des échéances présidentielles à venir. Mais elle n'a pas appelé ses partisans à descendre dans la rue pour casser quoi que ce soit, pour dire du n'importe quoi ou bien pour faire du n'importe quoi. C'est ça qu'on appelle le civisme, parce que l'intérêt supérieur de la nation. Et je vais même plus loin. Je vais plus loin parce que, vous savez, quand on est à l'opposition, l'objectif n'est pas de parvenir au pouvoir par tous les moyens. Voilà. Parce que quand on dit une république, cette république-là est encadrée par des lois. Et ces lois-là, à partir du moment où il y a des lois, il y a un certain nombre de normes qu'il va falloir respecter. Je vais finir rapidement. Il y a un certain nombre de lois qu'il va falloir respecter. Parce que, vous savez, les élections sont encadrées par des lois. Et à partir du moment où un fait ou bien un objet est encadré par une loi, ce qui veut dire qu'il y a exclusion. Tout le monde ne peut pas avoir accès à cette chose-là, tant que la loi n'est pas respectée. Mais si la justice ivoirienne dit que tu ne peux pas être candidat, ou bien tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, il faut faire preuve de civisme pour accepter cette décision-là. Et en même temps, j'ai envie de dire que c'est l'hyper-présidentialisme en Côte d'Ivoire qui fait que nous sommes arrivés à cet état de fait. Parce que l'État intervient presque partout, le Parlement, au Parlement, et puis le judiciaire. Ce qui fait que quand un président d'institution, ou bien quand une institution donne une décision, ce n'est pas l'institution que l'opposant voit. C'est l'individu qui est derrière l'institution que l'opposant voit. Donc, du coup, lui, il interprète cette décision en fonction de sa chapelle politique. Alors, bien avant que vous réagissiez sur ce sujet, le taux de participation définitif à cette élection présidentielle ivoirienne du 25 octobre 2025 est de, voilà... Pardon, on n'a pas encore le taux, on aura le taux dans quelques instants. Alassane Ouattara a obtenu 89,77% et le taux de participation, c'est bien 50,10% à cette élection présidentielle ivoirienne. Cette annonce a été faite des minutes avant par le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kuibier. On continue avec le PDCI RDA et le PPACI, grand absent à cette élection. Oui, effectivement, ça aurait donné une autre image de cette élection. Et peut-être même aussi un autre résultat. Moi, je pense qu'il faut reconnaître au moins une chose. La colère des uns ou des autres est quand même légitime. Parce qu'il y a des points d'ombre sur lesquels, justement, ils ont basé leurs revendications. Et ces points, pour certains en tout cas, on peut les entendre. Sur la méthode qu'a utilisée la CEI pour gérer tout le processus, il y avait aussi des points sur lesquels on pouvait vraiment, à raison et légitimement, se mettre en colère. Simplement, j'estime que cette colère a été mal exprimée et mal utilisée par ces grands partis. Je pense qu'ils auraient dû se ranger de côté leur ego, j'ai presque envie de dire leur égoïsme, ils auraient dû l'arranger de côté, se mettre au service du peuple, parce que le peuple avait vraiment envie d'aller à cette élection. Ça se sentait avant, justement, jusqu'à ce qu'il décide clairement de ne pas soutenir. Et il n'y a pas que le PPACI et le PDCI, il y a aussi ADCI de Assalé Tiemoko ou M. Vincent Tobi, voilà, qui ont clairement fait des déclarations pour dire qu'ils ne supportaient personne dans cette élection. Ça aurait pu se faire. Malheureusement, il y avait beaucoup trop d'animosité entre les acteurs de l'opposition eux-mêmes, beaucoup trop de suspicion. Ça me permet de rebondir sur la question qui avait été posée à Daouda tout à l'heure concernant M. Jean-Louis Billon. Le simple fait que M. Jean-Louis Billon ait été le premier à féliciter le président Alassane Ouattara pour sa réélection est tout de suite synonyme de sa traîtrise assumée, en fait. On se dit, pourquoi est-ce que lui, tout de suite, avant les autres, est le premier à reconnaître la victoire de ce candidat? Parce que pendant toute la séquence électorale,
entre opposants, les gens ont cherché à savoir qui était le traître, qui était l'accompagnateur, et excusez-moi le thème, qui était le KKB de 2025. Et donc, forcément, ça n'a pas participé à les faire travailler ensemble pour justement exprimer la colère d'une partie du peuple en vote dans les urnes, ce qui aurait donné une autre image à cette élection. Donc, c'est bien dommage. Bien. Allez-y, Valentin Zawi. Non, mais écoutez, quand on considère l'esprit de la Constitution de 2000, qui disait qu'un président, quand il est élu pour 10 ans maximum, et qu'en 2016, on a cette Constitution, au nom de cela, voilà, je veux dire, arithmétiquement, le président Ouattara va faire son 4e mandat. D'un point de vue arithmétique, hein, je ne rentre pas dans les contorsions, comme le font certains pour parler de... 3e ou 2e voilà, République. Arithmétiquement, ça fera le 4e mandat. Donc, il va faire... Enfin, là, il va faire 15, il va faire 6, plus 5, ça va faire 20 ans. Je veux dire, rien que ça, ça devait donner à réfléchir. Et puis, mais le pouvoir, ça use. Alors, c'est en Afrique qu'on attend que oui, le président qui a bien travaillé, il faut qu'il reste là, ad vitam. C'est pas ce que dit la Constitution, mais bon, passons. Et donc, rien que ça, il y a quand même une partie, j'ai failli dire, enfin, prudemment, de nos concitoyens qui étaient pour le changement. Mais à la fin, je veux dire, en fin de course, les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent aussi, les opposants qu'ils méritent. Parce qu'il y avait un coup à jouer là. Comme l'a dit Eric, il a raison. Oui, il y a peut-être des raisons avérées de frustration. C'est des humains comme nous. Mais un leader, il ne montre pas ses émotions négatives sur la place publique. Donc, ils auraient dû prendre la hauteur. Et on parle de partis qui ont dirigé ce pays. Le PPACI, le PDCI sont par définition des partis républicains. Ils auraient pu prendre la hauteur et effectivement voilà, créer d'autres conditions pour que ce scrutin puisse avoir plus d'intérêt. Bon, malheureusement, ils ont fait notre choix. Et voilà, on n'a que nos yeux pour pleurer. Bien, Eric Bayala, est-ce qu'on peut dire que l'opposition paye le coût d'absence d'unité en son sein? Ah ouais, bien évidemment. L'opposition paye ce coût-là. Mais il faut dire que l'opposition dont on parle, l'opposition subjugative, c'est deux partis idéologiques différents. Hein. Vous avez la gauche, le PPACI, vous avez le PDCI qui est de droite. Et donc, idéologiquement, c'était difficile d'abord de se positionner. Mais quand vous regardez l'évolution même du parcours politique de tout ce monde-là, vous voyez, le président Laurent Gbagbo, il a commencé en 90, il a pris le pouvoir en 2000. Donc, ça fait pratiquement 13 ans ou bien 10 ans, mais sinon, véritablement, depuis 82. Voilà. Et donc, combien de temps après? Vous voyez le président Alassane Ouattara qui, en 94, il prend le pouvoir en 2010, sinon en 2011, 17 ans après. Et puis, bon, on a un Thiam qui arrive, qui, pendant que ses amis occupaient le terrain politique, ces mêmes années correspondent plus ou moins à son absence du terrain politique. Il vient... je suis le petit-fils d'Oufé-Boigny, donc je jouis d'une légalité, je dois pouvoir aller à des élections, quand même il sait qu'il a des contentieux avec sa situation de naturalisation. Mais à côté de ça, vous regardez le président Laurent Gbagbo, qui dit qu'en 2000, j'ai pris le pouvoir pour montrer au peuple que le fils d'un pauvre pouvait accéder au pouvoir. Je rappelle qu'il vous reste 1 minute, allez-y. Voilà, qui voulait accéder au pouvoir. Mais à la vérité, ce n'est pas un programme, ça. Montrer qu'un pauvre pouvait accéder, ce n'est pas une vision. Tout à l'heure, dans sa dernière interview, il dit « Je voulais être président pour montrer la vérité entre Ouattara et moi qui avait gagné en 2010. » Ce n'est pas une vision. Donc, quand vous analysez ces différentes postures, vous comprendrez la posture de l'opposition parce qu'elle n'avait rien à proposer aux Ivoiriens. Et donc, les jusqu'au-boutistes qu'ils ont été se sont appuyés sur des artifices pour pouvoir justifier leur posture. Sinon, pour ceux qui pensaient la Côte d'Ivoire, vous avez des éminents intellectuels qui étaient candidats issus de leur parti. Vous voyez M. Jean-Louis Bion, qui est, j'allais dire, le second employeur de la Côte d'Ivoire après l'État. Ce n'est pas n'importe qui. Vous voyez M. Awa Domelo, un brillant intellectuel. Ce n'est pas n'importe qui. Mme Simone Eivé Gbagbo et parler d'Henriette Lagou. Point de vue qualité intrinsèque, ce sont des gens qui avaient du coffre. Et donc, pourquoi ces partis politiques n'ont pas misé sur eux pour faire entendre, j'allais dire, le desiderata? Vous estimez que le code électoral, la constitution, un certain nombre de situations vous êtes défavorables. Mais en allant aux élections, si vous gagnez, vous avez la possibilité là de venir au secours du peuple que vous prétendez défendre.
Mais que nenni, c'est la posture des personnes qui n'ont rien à proposer à la Côte d'Ivoire au regard de leur démarche, de leur manière de conduire dans le discours, dans la posture, dans le verbatim et dans la stratégie. Tout a été négatif. Et aujourd'hui, ils n'ont que les yeux pour pleurer. Bien. Pendant ce temps, Merci. en face, il y avait un parti politique qui s'est construit, qui avait une bonne rapidement, je veux réagir rapidement, 30 secondes, avant qu'on finisse avec les différents pourcentages des candidats. Il faut qu'on ait le propos modéré, parce que, non, on ne peut pas dire qu'il n'y en avait rien à proposer. On peut avoir dit à redire sur les stratégies, oui, mais on ne peut pas le dire comme ça. Je pense que pour tout ce qu'on vit aujourd'hui dans ce pays, je pense qu'on est arrivé à un stade, il faut aussi avoir le propos modéré. Je pense qu'on en a besoin. Bien. Alors, nous allons revenir sur les résultats de cette élection présidentielle ivoirienne, que vous allez commenter d'ailleurs. Les résultats sont connus de cette élection depuis quelques heures. Alassane Ouattara, c'est 89,77% à cette élection, suivi du candidat Jean-Luc Bion-Ducos de 3,09%, Simone Ehifé Gbagbo du MGC, 2,42%, et puis Awa Domelo, 1,97%, et en cinquième et dernière position, la candidate Henriette Lagou du GPP, 1,15%. Éric Dou, réaction. Au niveau des résultats, je pense que chacun des 4 candidats d'opposition qui s'est présenté va regarder sa vraie force sur le terrain, parce que je pense que leurs militants, eux au moins, se sont présentés aux élections. Donc, le résultat qu'ils ont, c'est le résultat du travail qu'ils ont fait sur le terrain depuis. Concernant les 2 grands absents dont on a parlé, je pense qu'au vu des résultats qui sont là, ils vont devoir s'expliquer auprès de leur base. Je pense très sincèrement que pour ceux qui ont fait de bons résultats, en tout cas du point de vue de leurs militants ou des Ivoiriens, il va y avoir une réorganisation de l'opposition et j'espère que justement ça va participer à permettre à ce que ces 4 candidats et d'autres se présentent justement aux législatives pour conforter les résultats qu'ils ont eus. Concernant le président Alassane Ouattara, je pense qu'on ne s'attendait pas à autre chose. Le résultat peut le satisfaire. Mais est-ce qu'on s'attendait à 89%? Même si la honnêtement, était moi je m'attendais à 99%. Parce que, je suis désolé... Et il est réélu par un peu plus de la moitié des électeurs, 50,10%. Oui, je faisais les calculs tout à l'heure. Donc je pense que vu que le taux de participation de la CEI, il faut qu'on en rediscute pour savoir exactement à quel niveau ils en sont. Je pense que si on additionne les voix, le président Alassane Ouattara doit se retrouver autour de 3 millions à 3,5 millions d'électeurs, ce qui correspond un peu moins en réalité à 50%. Ça veut dire qu'il y avait vraiment de la place pour faire les choses. Bien évidemment, comme j'ai dit, le problème c'est que nous avons passé du temps, depuis en tout cas 2010 où je me suis intéressé un peu, je connais un peu moins ce qui s'est passé avant comme élection, mais à partir de 2010, il y avait malheureusement cette question identitaire qui était vraiment dans le débat. Moi, personnellement, j'ai essayé, en tout cas pour 2025, de pousser les Ivoiriens à laisser de côté ces questions-là et à s'intéresser plutôt aux projets de société, aux idées. Malheureusement, comme on a dit, on a eu trop peu de temps. Parce qu'en fait, toute l'année 2025, en réalité, c'est 15 jours d'analyse des projets de société et des idées et des débats même entre les différentes forces politiques. Alors que dans d'autres pays qui sont justement des exemples en démocratie, ce débat se fait tous les jours. Aujourd'hui, vous allez voir des gens discuter en France, par exemple, des retraites, alors que l'élection est pour 2027. Ils sont déjà en train d'en discuter. Ils vont parler d'immigration, ils vont parler de pouvoir d'achat et de tous les sujets qui les intéressent bien avant l'élection, de sorte que tous les citoyens ont à la fois l'information et ensuite ont écouté les arguments des uns et des autres et font un choix éclairé. Nous, on n'a pas eu ce cas-là, malheureusement. Donc, les résultats qui sont là, je pense que personne ne peut s'en enorgueillir honnêtement. Pour moi, c'est à mettre de côté. Il faut aujourd'hui se remobiliser pour aller aux législatives, essayer d'avoir quand même un peu de rapport de force à l'Assemblée nationale, parce que ça aussi, c'est ce qui rend malheureux notre démocratie, c'est que tous les contre-pouvoirs sont mis à terre. L'Assemblée nationale est devenue aujourd'hui quasiment l'antichambre de l'exécutif. Ils ne font que valider ce qu'on leur demande. Le Sénat, c'est pareil, c'est encore pire peut-être même. Vous allez prendre les médias, vous avez vu à quel point la AK vous a serré la vis pour éviter qu'il y ait débat. C'était assez compliqué de dire les choses. Et même quand on y arrive, vous revoyez vous-même, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux. Là, au moins, vous pouvez avoir des informations qui viennent de toute la Côte d'Ivoire, puisqu'on ne peut pas tous se promener en jet privé à travers toute la Côte d'Ivoire. Vous verrez en réalité que tout ce qui a été dit
comme débat d'idées, ça s'est effacé complètement, totalement. Et aujourd'hui, on ne parle que d'une seule et même question, la question d'identité. Nous, on a fait ci, vous avez fait ça, vous êtes comme ci, nous, on est comme ça, et ainsi de suite. C'est dommage qu'on en arrive là encore, qu'on soit obligé encore de rester à ce niveau-là. Bon, on espère. Je pense qu'on a encore 5 ans, jusqu'en 2030, pour pouvoir travailler. Je pense à tous les partis d'opposition et tous les candidats qui se sont présentés. Il ne faut pas qu'ils disparaissent, quoi. Je pense que tous les Ivoiriens, on doit se mettre à l'affût, les surveiller au coin de l'œil. Aucun d'eux ne doit disparaître. On doit pouvoir les entendre tous les jours sur les différents sujets. Bien, Valentin Zawi, commentaire sur les chiffres de cette présidentielle ivoirienne. Ben écoutez, félicitations au président Ouattara. Il a voulu son élection, il l'a obtenu, je vais dire. On prend acte et puis la vie continue dans ce pays. Après, moi, pour le démocrate que je prétends être, j'espère autre chose pour la Côte d'Ivoire. Honnêtement, c'est un véritable crève-cœur que tous les 5 ans, on vive cette atmosphère. Moi, j'étais chez moi à Cocody, Sainte-Marie, le samedi, dimanche, c'était un peu ville morte. On n'a vraiment pas besoin de ça. On est en 2025. Et vraiment, je continue à espérer que pour 2030, on vivra d'autres réalités et que dans l'intervalle, Eric fait bien de le mentionner, les réseaux sociaux sont un espace précieux de liberté d'expression. Donc il y a des belles choses qu'on peut y lire, mais aussi des vilaines choses. Ouais. Et moi, j'observe que depuis 35 ans, tous les 5 ans, tout ce qui arrive à l'occasion du scrutin présidentiel déchire davantage le tissu social. Hier, ceux qui applaudissaient des choses aujourd'hui, condamnaient aujourd'hui, applaudissent. Voilà, ça chacun son tour. On est dans une logique de revanche. On est encore dans les dimensions. Même pour les événements de Nayo. Oui, voilà. Il y a des gens satisfaire. Exactement. Et je dis, on se déshumanise. Et malheureusement, j'ai mal à mon pays. Il faut aussi que le président Ouattara acte cette réalité et que véritablement on travaille à la réconciliation parce qu'on n'y est pas encore. Bien. Eric Bayala. Moi, je voudrais déjà dire, féliciter l'ensemble des candidats, tous ceux qui ont participé au scrutin. Et là, les résultats provisoires viennent d'être prononcés par le président de la commission électorale indépendante, qui donne vainqueur donc, au président Alassane Ouattara à plus de 89%. Je l'ai dit dans mes propos introductifs que ce résultat, il y a quelqu'un qui disait que la politique c'est un métier. Et cela montre qu'en Côte d'Ivoire, pour vraiment arriver à diriger le pays, il faut que la candidature soit portée par un appareil. Ça peut être un mouvement, mais ça peut être un parti politique. Parce que Éric l'a relevé, Éric Dohou l'a relevé, rien que la représentativité des candidats dans les bureaux de vote a fait déjà défaut à un certain nombre de candidats. On a vu qu'au cours du scrutin... Est-ce que cela entache la crédibilité de ce scrutin présidentiel? Non, mais, ça n'entache pas la crédibilité. Mais ce que je veux dire déjà, quand vous avez un représentant dans un bureau de vote, ça vous fait déjà une voix dans le bureau de vote. Donc on pourra reparler justement de cet élément du code électoral qui est le parrainage, qui est censé éliminer les candidats fantaisistes. Donc si vous n'êtes pas satisfait des candidats qui ont été validés, c'est que justement ce truc-là, il ne sert à rien en fait. Bon, moi je ne parle pas de satisfaction des candidats validés, je ne pense pas l'avoir dit. Je suis en train de dire simplement que pour arriver à un tel score, on a vu un parti qui est organisé, qui a un ancrage national, qui a eu le discours qu'il fallait, qui avait à son profit un bilan auquel les Ivoiriens ont adhéré dans la perspective d'une continuité. À côté, on a vu des candidats qui avaient la détermination, la volonté d'apporter le changement, mais qui sont des principes, sinon qui sont, j'allais dire, des notions qui ne suffisent pas. Il ne suffit pas d'avoir la volonté d'être président, d'avoir la détermination d'être président et d'y parvenir en ne faisant pas le travail en amont. Et malheureusement, les uns et les autres ont péché par cela. Certains d'entre eux ont cru qu'ils pouvaient bénéficier de la magnanimité qu'on appelle ça, de certains électeurs issus de leur parti traditionnel. Que nenni, la vote consigne qui devrait être donnée n'a pas été donnée. Aujourd'hui, on constate, j'allais dire, une marque de fabrique, un label qui est signé du RHDP parce qu'il a un ancrage national. Merci. On termine avec vous, Dr Daouda Ouattara. Il y a certains points qu'on aimerait aborder au cours de cette émission. Malheureusement, le temps ne nous permet pas d'aborder ces points-là, notamment les limites au niveau du code électoral qu'on pourra aborder très prochainement, vu qu'il y a les législatives qui arrivent. Avec vous, on parlera rapidement en 1 minute les prochains, sinon les principaux défis qui attendent le président réélu. Il y a une kyrielle de défis, hein. Voilà, parmi lesquels, en premier lieu, la réconciliation.
Parce que ces élections en 2025-là ont fragilisé un peu plus le tissu social ivoirien. Il va falloir qu'ici, à Tel, pour qu'en fait, nous puissions parler d'une seule et même voix, comme ce fut lors de la CAN organisée en 2024, qu'on a remporté d'ailleurs. Voilà, il va falloir que nous convergions tous vers un État-nation et sortir de la République bananière dans laquelle nous nous retrouvons actuellement. Il va falloir que le président aussi pense au développement de façon uniforme du pays, pas privilégier certaines régions ou bien certaines villes au détriment des autres. Et puis, il va falloir penser à tuer dans l'œuf ou bien étouffer ou bien même réduire de façon drastique la corruption au sein de nos administrations, au sein de nos examens et concours, etc., etc. Il va falloir aussi que cette administration-là fasse preuve de civisme, fasse preuve de professionnalisme pour sécuriser, n'est-ce pas, notre nationalité. Le code, comment on appelle ça? Le code électoral. Le code de la nationalité. Le code de la nationalité. Le code de la nationalité, il va falloir que ça soit sécurisé parce qu'il ne faudrait pas que des étrangers viennent voler notre nationalité pour aller faire du n'importe quoi. Ou bien, c'est pas le code en soi qui pose problème. Non, il ne faudrait pas que monsieur tout le monde ait notre nationalité pour nous narguer par la suite. C'est vrai qu'on doit faire un effort pour éviter que des gens comme Komi Bakary soient capables de se faire des documents. Il va falloir une bonne politique de l'immigration pour ne pas que monsieur tout le monde vienne avec sa misère en griffe en Côte d'Ivoire. Non, il faut que je le dise, la Côte d'Ivoire ne doit pas accueillir toutes les misères du monde. Parce que quand tu pars dans les rues et que tu vois qu'un monsieur quitte son pays pour venir en Côte d'Ivoire, rien que pour mendier, en quoi est-ce que ça aide la Côte d'Ivoire? Il va falloir que c'est le migrant de qualité qui entre en Côte d'Ivoire. Et le migrant qui ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire, il faudrait qu'il soit repoussé hors des portes du pays. Il faut déjà avoir des frontières. Il y a aussi, pour terminer rapidement, il y a la question du terrorisme. Il va falloir une politique sécuritaire solide pour mettre les Ivoiriens en sécurité, pour défendre le territoire ivoirien, surtout à nos frontières, nos Mali, Burkina Faso. Merci, Dr Daouda Ouattara. Merci à vous, Éric Dou, Valentin Zawi et Éric Bayalar. Chers téléspectateurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis durant 2 semaines pour notre émission Entre deux news spéciale présidentielle. À partir de demain, retrouvez-nous dans le format habituel avec vos rubriques, bien sûr, le carton rouge, le chiffre du jour et nos consultants qui reviendront sur ce plateau. Vous aurez également une nouvelle rubrique sans détour quand nous aurons des invités sur ce plateau. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Prenez soin de vous et de la nation. Que Dieu veille sur vous. Bonsoir.